bâtonnier Francis Lec. Nous allons entamer donc la première partie de ces travaux, l'écoute de l'enfant et sa parole. Sur cette question si sensible, les intervenants l'ont rappelé à l'instant, il y a vraiment eu un avant et un après Outreau. Quelles avancées depuis cette affaire à l'ampleur et au retentissement médiatique sans précédent? Quels sont les manquements actuels? Quelles améliorations peut-on apporter? On va en parler tout au long de cette première partie. Mais avant cela, nous allons accueillir une personnalité qui, par sa fonction, est très mobilisée sur le sujet. Il s'agit de Madame Geneviève Avenard, défenseur des enfants et adjointe au défenseur des droits. Merci de l'accueillir. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre invitation à intervenir ce matin. J'espère que ma voix tiendra le temps nécessaire. Également, je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous me donnez ainsi de pouvoir présenter l'institution du défenseur des droits, son rôle, ses missions, ses pouvoirs et ses moyens d'action. Je voudrais rappeler que le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante dont l'indépendance est garantie par notre Constitution depuis la réforme constitutionnelle de 2008, et son rôle est de veiller au respect des droits et des libertés, avec 4 missions principales, j'allais dire originelles, puisqu'elles figurent dans la loi organique du 29 mars 2011 qui a créé le défenseur des droits, qui sont de défendre les droits des usagers des services publics, dont le service public de l'éducation, la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité, le respect de la déontologie des personnels de sécurité, et enfin la défense et la promotion de l'intérêt supérieur et des droits de l'enfant tels qu'ils sont consacrés par la loi ou par un engagement international dûment ratifié par la France, principalement la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par les Nations Unies en 1989 et dont nous allons donc fêter cette année les 30 ans. À ces 4 missions originelles s'est ajoutée une 5e mission en 2016, qui est la mission de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte. Pour exercer ces missions, notre institution s'appuie, donc qui est le défenseur des droits, et donc Jacques Toubon, et il s'appuie sur des adjoints, dont l'adjointe que je suis, qui suis défenseur des enfants, donc en charge de la mission que j'évoquais tout à l'heure, également sur 3 collèges composés de personnalités qualifiées, désignées notamment par les présidents des assemblées parlementaires, mais aussi sur des équipes au siège à Paris, de 230 environ agents, mais j'allais dire surtout des équipes sur les territoires en proximité des habitants, puisque nous comptons aujourd'hui environ 500 délégués du défenseur des droits sur l'ensemble du territoire national. Et s'agissant de la défense des droits, et en particulier de la défense des droits des enfants, mais d'une manière plus générale, nous recevons des réclamations et nous pouvons être saisis par tout particulier, parents, familles élargies, aussi par des professionnels, par des associations, dès lors qu'ils considèrent que les droits de l'enfant ne sont pas, ou les droits en général et les droits de l'enfant ne sont pas respectés. C'est une saisine qui est gratuite et qui peut se faire par tout moyen. Alors, quels sont nos pouvoirs pour exercer nos missions et traiter ces réclamations? Nous avons donc des pouvoirs d'enquête qui nous sont reconnus par la loi organique. D'abord, nous pouvons demander et obtenir des informations et des explications aux autorités publiques qui sont mises en cause. Il n'y a pas de secret qui nous soit opposable, évidemment, sauf le secret défense nationale, c'est tout ce qui touche à la sûreté de l'État. Mais par exemple, le secret d'instruction ne peut pas être évoqué pour ne pas nous communiquer les informations, les explications demandées. Nous pouvons convoquer et auditionner les personnes mises en cause, faire des vérifications sur place, faire des mises en demeure, des injonctions. Et nos moyens d'action sont le règlement amiable en priorité,
c'est d'ailleurs le mode d'action privilégié de nos délégués, des recommandations individuelles sur une situation particulière, des recommandations plus générales, dès lors qu'il nous semble que la situation dont nous avons été saisis nécessite d'adresser un certain nombre de préconisations de fond au plus haut niveau de l'État. Et nous avons aussi un moyen d'action qui est de produire des observations en justice, donc souvent à la demande des juridictions devant lesquelles les affaires sont pendantes. Quels sont les principes selon lesquels qui régissent notre traitement et notre enquête ou nos investigations? D'abord un principe de neutralité et d'impartialité. Ensuite le principe du contradictoire. Quand nous recevons une saisine d'un particulier, par exemple, nous allons interroger l'autorité publique mise en cause et lui demander des explications sur les faits qui lui sont reprochés. Il y a 2 conditions et 2 réserves qui sont fixées par la loi organique. La première condition, la première réserve, c'est que nous ne pouvons pas contester une décision de justice. La seule possibilité dont nous disposions, c'est de mettre en cause une organisation, l'organisation du service public de la justice. Par exemple, nous pouvons examiner comment se déroule une audience devant le juge des enfants, s'il y a ou non présence d'un greffier, par exemple. Donc ça trait à l'organisation de la justice. Également, si une procédure judiciaire est en cours, nous devons obtenir au préalable, avant d'instruire la réclamation, une autorisation d'instruire qui peut nous être délivrée par le parquet, le juge d'instruction, la juridiction de jugement. C'est le cas, par exemple, quand nous nous saisissons d'office, puisque nous avons aussi un pouvoir de saisine d'office, quand nous nous saisissons d'office, notamment en cas de décès d'enfant, où dans tous ces cas, nous ne pouvons pas, évidemment, il y a une procédure judiciaire en cours, nous ne pouvons pas intervenir si effectivement nous n'avons pas d'autorisation d'instruire délivrée par le parquet. Alors, également, nous avons une obligation. Nous ne sommes pas une institution de première ligne, évidemment, dans le cas de violence, par exemple, à enfants, et nous avons donc une obligation de saisir le parquet quand les faits qui sont portés à notre connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, ou que les affaires qui concernent un mineur sont susceptibles de donner lieu à des mesures d'assistance éducative. Donc, au travers de l'enquête, des investigations que nous conduisons, nous sommes, et notamment concernant les saisines d'office, nous n'allons pas intervenir dans la situation, je dirais, vivante. Nous allons intervenir plutôt dans un second temps, pour analyser les défaillances qui ont pu être constatées, qui ont pu être repérées. Et je citerai simplement le rapport de 2014 du Défenseur des droits et de la Défenseur des enfants, qui a concerné la petite Marina, cette petite Marina Sabatier qui était décédée à l'âge de 8 ans sous les actes de torture et de barbarie de ses parents. Mais depuis, nous avons travaillé aussi sur d'autres situations dans lesquelles nous avons mis en évidence un certain nombre de défaillances dans la coordination entre les services, défaillances dans l'évaluation des situations de danger, défaillances aussi dans la prise en compte de la parole de l'enfant, qu'elle soit d'ailleurs verbale ou non verbale, j'y reviendrai. Sur les droits de l'enfant, nous recevons environ 3000 réclamations chaque année, dont un très faible nombre concerne des allégations de maltraitance et encore moins de violences sexuelles, sachant que la majorité de celles-ci, concernent le cadre intrafamilial. S'agissant des professionnels en contact habituel avec des mineurs, nous n'avons pas identifié de saisines récentes les mettant en cause pour des faits de nature sexuelle. Par contre, je dois vous dire que nous recevons des réclamations en hausse concernant des personnels de l'éducation nationale ou des agents communaux exerçant au sein des écoles
pour des violences ou des comportements inadaptés sur des enfants. En particulier, nous sommes dans ce cas-là saisis par des parents qui considèrent que l'éducation nationale n'a pas pris les mesures appropriées pour faire cesser ces violences et ces comportements inadaptés. Dans une situation dont nous avons eu à connaître, nous sommes intervenus en correctionnel, ensuite nous avons produit des observations de justice en cour d'appel et enfin nous avons produit des observations de justice en cour de cassation. Il s'agissait d'une situation dans laquelle une directrice d'école maternelle avait eu des comportements de sanctions disciplinaires extrêmement lourds vis-à-vis des petits, puisque c'était une petite section de maternelle. Les 10 enfants, qui étaient d'ailleurs plus de 10, ils étaient une vingtaine d'enfants, ayant manifesté du jour au lendemain des changements importants dans leur comportement, notamment des épisodes d'encoprésie, d'énurésie, des terreurs nocturnes, des pertes de goût pour ce qui les intéressait jusqu'à présent, etc. Et donc cette affaire est allée donc jusqu'en cour de cassation. Et nos observations ont été partiellement entendues. Donc c'est dire que je ne vais pas, compte tenu des situations qui nous remontent, pour lesquelles nous sommes saisis, je ne vais pas concentrer mon propos, et ce que je vais vous dire là va concerner l'ensemble des sujets qui concernent la protection des enfants et la parole des enfants. Et quel que soit l'auteur présumé des violences, et en particulier des violences d'ordre sexuel, puisque c'est quand même bien tous ces sujets-là qui ont été abordés depuis ce matin. Ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que, ça va vous sembler évident, mais ça me semble important de le dire, c'est que la priorité doit être donnée à la protection de l'enfant contre toutes les formes de violence. Il faut que ce soit une priorité qui soit incontestable et portée par l'ensemble des professionnels et l'ensemble de la société. C'est l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui fait obligation aux États de prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, pendant qu'il est sous la garde de ses parents, représentants légaux, ou sous la garde de toute autre personne à qui il est confié. Cette obligation de protection de l'enfant, elle est liée en particulier à la vulnérabilité des enfants, qui est identifiée dans le préambule de la Convention internationale des droits de l'enfant. Une vulnérabilité qui est renforcée par l'asymétrie qui existe entre un enfant et un adulte. Et on est encore loin, mais très loin du compte aujourd'hui, même si une des difficultés est justement de ne pas disposer de chiffres consolidés qui puissent être suivis année après année pour mesurer les évolutions et les effets des politiques publiques de prévention et de protection. Une des questions qui est posée, c'est celle du repérage de ces situations, des situations qui sont souvent insupportables, quel que soit l'auteur. C'est tellement difficile d'admettre que des enfants puissent être victimes de faits de violence et de faits de violence aussi graves. C'est insupportable. Du coup, dans les institutions, ce que nous constatons, c'est une sorte de dynamique systémique du silence. L'enfant lui-même est sidéré et a du mal à parler, et les professionnels ou les supérieurs hiérarchiques vont avoir peur de se tromper, de créer du tort à un collègue, d'avoir des conséquences négatives sur leur carrière. Dans l'enquête, etc., et tout cela forme un tout qui n'est pas propice à la protection des enfants. Dans l'enquête que nous avons conduite en 2016 sur l'accès aux droits, qui concernait l'accès aux droits des enfants, cette enquête a montré qu'une personne sur 5 ayant connaissance d'une atteinte aux droits d'un enfant n'en parle à personne, particulièrement quand il s'agit de violences physiques ou verbales. Et les motifs allégués pour ce silence ont été identifiés dans l'enquête: manque de preuves, cela ne les regarde pas, ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc on mesure bien les progrès qui restent à faire pour
faire de cette obligation de protection des enfants contre toute forme de violence une réalité effective. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la protection des enfants passe par la libération de leur parole. Là aussi, c'est un enjeu fondamental aujourd'hui que l'enfant parle. Selon les chiffres du Conseil de l'Europe, un enfant sur 5 serait victime de violences sexuelles. Là aussi, ce sont des chiffres qui ne sont pas validés scientifiquement, puisque justement, nous ne disposons pas de chiffres qui soient de référence. Donc, libérer la parole de l'enfant, parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas si simple. On a entendu l'historien tout à l'heure évoquer différentes affaires. Ce n'est toujours pas simple pour un enfant, c'est même extrêmement compliqué que de pouvoir s'exprimer librement sur des agissements, notamment des agissements exercés par des adultes de son entourage. On sait que une majorité des violences faites à enfants se font dans l'environnement familial ou de voisinage. Mais c'est vrai que c'est la question aussi, je parlais d'asymétrie tout à l'heure, de l'autorité de l'adulte sur l'enfant qui va freiner et qui va faire obstacle à la libération de cette parole. Mais pour recueillir et libérer cette parole, ça ne s'improvise pas. Il faut pouvoir mettre en place, notamment au sein des institutions, un climat bienveillant et rassurant, faire en sorte que des relations de confiance continue et fiables existent, et fluides existent entre les enfants et les adultes, de manière à ce que les enfants soient encouragés à parler, à poser des questions, même à poser des questions concernant leurs petits copains, qui n'est d'autre que lui-même, même également éventuellement à se confier. Et là, c'est un autre article et un autre droit important de la Convention qui mérite absolument d'être mis en œuvre, qui est l'article 12 de la Convention, qui précise que les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Donc, un climat bienveillant, un climat rassurant. Il faut être également en mesure d'écouter l'enfant dans ses comportements, dans les changements de comportement, notamment quand ils sont plus jeunes et qui ne peuvent pas forcément exprimer verbalement toutes les difficultés. Je reviens sur l'exemple que j'évoquais tout à l'heure de cette directrice de petite section. Les enfants avaient montré par leur corps qu'ils étaient en grande difficulté et que quelque chose se passait en tout cas, qui était suffisamment grave pour que leur comportement change. Également, ça veut dire se poser des questions quand on voit des changements de comportement qui peuvent susciter un doute. Là, très prochainement, nous allons publier une décision. C'est une affaire très ancienne puisqu'elle remonte avant les lois de 2007 et de 2016 sur la protection de l'enfance, mais nous l'avons instruite comme une autre affaire et nous avons examiné les défaillances qui s'étaient produites dans cette histoire. Il s'agissait en l'espèce d'une petite fille pour laquelle il y avait eu pendant toute sa jeunesse un nombre très important de signalements de risques, de danger, sans que cette petite fille ait jamais bénéficié d'une mesure de protection. Et en plus de cela, cette petite fille avait été violée au domicile de ses parents à plusieurs reprises par un monsieur qui avait commis les mêmes agissements sur ses propres enfants et sur d'autres enfants. Et dans l'analyse des documents que nous avons reçus,
il est apparu, par exemple, que cette petite fille, du jour au lendemain, a eu un comportement sexué à l'école, du type masturbatoire, du type comportement très, très sexué. Et tout ça, ça s'est passé, ça n'a pas été pris en considération. Parce qu'il faut aussi, c'est bien de dire qu'il faut, et c'est important de dire qu'il faut libérer la parole de l'enfant, mais il faut aussi que cette parole, être en mesure de l'accueillir, cette parole, de l'entendre, de la décoder et d'y donner les suites qu'il convient. Cela suppose des organisations et des procédures extrêmement claires, et cela suppose également de recueillir deux éléments, deux conditions. La première condition, c'est de recueillir la parole de l'enfant dans un environnement et des conditions qui soient adaptées. C'est ainsi que nous recommandons, avec le Défenseur des droits, le déploiement sur l'ensemble du territoire d'unités médico-judiciaires pédiatriques afin de garantir aux enfants d'être auditionnés et accompagnés par des équipes pluridisciplinaires dans les meilleures conditions sur le plan juridique et psychologique. Et la deuxième condition, c'est la nécessité de formation des professionnels, de la police, de la gendarmerie, de la justice, des travailleurs sociaux, les enseignants, formation initiale et continue, mais aussi les formations communes prévues par la loi de 2007 et qui peinent terriblement à se mettre en place. Des formations qui devraient permettre de disposer de cultures partagées sur le développement des enfants, sur les relations familiales, sur la parole de l'enfant, sur les droits de l'enfant, puisque aucune formation de professionnels aujourd'hui n'inclut de module concernant les droits de l'enfant. Or, c'est le début, c'est le commencement des droits et le commencement du respect de la dignité de l'enfant comme une personne à part entière et un sujet de droit, que de former les professionnels qui vont être en contact avec ces enfants. Voilà ce que j'avais envie de vous dire rapidement ce matin. Pour conclure quand même sur la question de la protection des enfants dans les cas où l'adulte qui est présumé avoir commis des agissements délictueux à son égard est un adulte ayant autorité sur cet enfant, notamment un enseignant. Pour dire que c'est à la fois très simple et très compliqué. Très simple à formuler et très compliqué à mettre en œuvre. Mais la protection des enfants et donc leur intérêt supérieur doit constituer une considération primordiale, notamment en cas de doute sur le comportement d'un adulte en contact avec des mineurs du fait de son métier ou de ses fonctions. Et ce que nous avons redit récemment dans la situation que j'évoquais tout à l'heure, c'est que sans porter atteinte à la présomption d'innocence ou au respect de la législation du travail, il incombe à l'administration comme à l'employeur privé, notamment associatif, d'engager les démarches appropriées à partir du moment où il existe des éléments suffisants rendant vraisemblables les faits dénoncés. Alors évidemment, c'est compliqué à faire, c'est délicat, d'où l'impérieuse nécessité de donner des repères aux équipes, notamment des repères d'ordre juridique. C'est le sens de l'action de votre fédération et le sens de ce colloque. Et donc j'examinerai avec beaucoup d'attention les propositions que vous établirez à l'issue de vos travaux. Je vous remercie. Merci, Madame Avenard, pour l'introduction de cette première partie. Nous allons poursuivre avec notre première table ronde. Comment recueille-t-on actuellement la parole de l'enfant dans le signalement? Quel est le parcours de cette information? Quelle aide psychologique auprès des enfants? Comment améliorer les dispositifs existants? Nous allons en parler avec les intervenants de cette table ronde que je vais prier de me rejoindre sur la scène. Annie Verrier, Martine Carne, Major Christophe Carrera et Maître Laurent Bruno. Merci de me rejoindre. Prenez place
Comme vous le voulez, il n'y a pas de placement, pas de protocole. Installez-vous, je vous en prie. Pendant que je vous présente, donc, Annie Verrier, psychologue, neuropsychologue et expert agréé par la Cour de cassation. Vous êtes également vice-présidente du Conseil national des compagnies d'experts de justice. Martine Carne, vous êtes chargée de mission parcours de scolarisation et rupture scolaire au sein du rectorat de Paris. Auparavant, vous avez été conseillère technique, responsable du service social en faveur des élèves de Seine-Saint-Denis, puis conseillère technique, service social à la DGESCO sur les questions notamment de protection de l'enfance. Major Christophe Carrera, vous êtes chef de la brigade de protection des mineurs des Hauts-de-Seine. Et Maître Laurent Bruneau, vous êtes avocat conseil de l'ASL Lot-et-Garonne. Bienvenue à tous les quatre. Je vais commencer par vous, Martine Carne, car vous avez une longue expérience sur ces questions depuis les années 80. Vous aviez été notamment aux premières loges lors des premières campagnes de protection, de prévention de la maltraitance et des violences sexuelles dans les années 80. Comment la politique de protection de l'enfance a évolué depuis? Bien, merci et bonjour à... Je vais vous donner le micro. Merci. Normalement, il est allumé. Oui. C'est bon? Oui. Non. Voilà. Donc bonjour à tous et à toutes et merci de cette invitation. Effectivement, j'ai pu connaître au travers de mes précédentes fonctions, plus que celles que j'occupe actuellement au rectorat de Paris, des fonctions qui me rapprochaient de très près des questions de protection de l'enfance et qui m'ont poursuivi et que j'ai suivi tout au long de cette carrière. Effectivement, je travaillais à l'époque en Seine-Saint-Denis, où j'ai été dans un premier temps assistante sociale et ensuite responsable du service social en faveur des élèves, donc de l'ensemble des établissements de la Seine-Saint-Denis, qui était département pilote pour l'expérimentation donc de la campagne de prévention de la maltraitance de 85 et des violences sexuelles de 89. Et étant en établissement scolaire et ensuite en direction de service, j'ai pu voir déjà à ce niveau-là l'évolution, à savoir que quand un élève était concerné par et qu'il avait pu révéler des situations, dans un premier temps, on était quand même devant un tabou qu'il s'agissait de lever. Et ça, je parle de ça, ça fait donc maintenant presque 40 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Mais effectivement, une évolution extrêmement importante, tant sur le plan de la prise de conscience des acteurs, des professionnels, des parents, des enfants, à qui on a pu donner effectivement la possibilité de s'exprimer, d'être entendu, enfin écouté et entendu. Donc on reviendra sur la question du recueil de la parole. Mais c'est aussi donc la possibilité pour les professionnels de savoir entendre. Donc bien sûr la question de la formation des acteurs, savoir entendre et savoir ensuite agir en restant dans sa mission, puisque nous avons la chance ici en France au niveau de l'éducation nationale d'avoir un certain nombre de métiers qui viennent se compléter, et notamment avec les personnels sociaux et de santé, la possibilité d'avoir des professionnels de l'enfance et qui connaissent de très près ces questions et qui peuvent être bien entendu déjà un relais et un appui pour notamment les enseignants. Donc sur l'évolution de cette politique, effectivement, sur le plan de la réglementation, elle a énormément changé et la loi on va dire fondatrice de 2007 est extrêmement importante, sachant que pour le coup, c'est la décentralisation, c'est la possibilité donc d'être au plus près au niveau de la collectivité départementale des enjeux et donc cette décentralisation a apporté des fruits par rapport à la prise en compte de la protection de l'enfance et du soutien aux parents qui pouvaient être apportés dans ce domaine, bien sûr en complémentarité avec l'action de la justice, avec lesquels les partenariats se sont très vite noués. Donc cette loi de 2007 qui accorde une place importante et primordiale à la prévention, et bien entendu au niveau de l'éducation nationale, nous sommes aux premières loges, je dirais, dans la mesure où les enseignants ont une relation de confiance avec l'élève et bien sûr une position d'autorité.
c'est aussi donc le fait de confier au président du Conseil général la mission de centraliser et d'évaluer les informations préoccupantes. Ça a été extrêmement important parce que j'ai pu connaître effectivement des situations où, au titre de l'article 40, des situations étaient signalées sans pour autant qu'elles l'aient été dans le cadre de la protection de l'enfance et dans des situations où il y avait eu non-lieu au niveau pénal. Il n'empêche que sur le plan de la protection de l'enfance, il n'y avait pas forcément eu de transmission en instance éducative, et donc pour un certain nombre d'enfants qui avaient pu se confier, le non-lieu n'étant pas forcément équivalent au fait qu'il n'y avait pas de fait, mais qu'effectivement, il n'avait pas pu être prouvé. Pour un certain nombre de ces enfants, il s'agissait effectivement de pouvoir être soutenus, y compris si les faits ne s'étaient pas produits, mais qu'ils étaient signes d'un mal-être. Et donc, la nécessité d'allier et l'aide éducative et l'aide aux parents et, bien entendu, la prise en compte du danger. Et puis donc cette loi de 2007, elle a clarifié les interventions administratives et judiciaires en faisant en sorte que systématiquement donc le président du Conseil général soit, on va dire, chef de file dans le domaine, et que donc la justice intervienne donc sur des critères qui étaient désormais clarifiés. Donc c'est en 2013, donc, dans le cadre de l'évaluation préconisée par le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique de 2013. Donc c'est à l'issue des différents débats, y compris sur proposition des sénateurs, que la loi du 14 mars 2016 a proposé une nouvelle définition de la protection de l'enfance, centrée là sur la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant et sur l'aide à apporter aux parents donc, de ces enfants par rapport aux besoins fondamentaux. 2007 étant la possibilité effectivement de faire en sorte de travailler le plus possible avec les parents. Les analyses ont pu montrer que cet accent-là avait été très très important, mais que à l'inverse, parfois le fait de maintenir un dialogue avec les parents avait pu faire en sorte qu'on passait un peu à côté du danger pour l'enfant. Et donc cette loi de 2016, elle rééquilibre les choses en partant donc véritablement des besoins fondamentaux de l'enfant, et qui vise donc à soutenir et son développement et sa santé, sa sécurité, sa moralité, donc avec une vision, on va dire, et un projet positif par rapport à cette protection de l'enfance, donc au niveau des besoins fondamentaux. Alors, Madame Avenard rappelait tout à l'heure les signaux qui permettaient de repérer l'enfant en danger. Je voudrais qu'on écoute aussi quelqu'un qui a une longue expérience, c'est Christophe Carrera. Vous êtes donc le major Christophe Carrera, vous êtes chef de la brigade de la protection des mineurs des Hauts-de-Seine. Vous avez intégré cette brigade il y a 17 ans. Je crois. Oui. Ce recueil de la parole de l'enfant qui est fondamental, et c'est important d'avoir, on a voulu réunir les regards à la fois de l'éducation nationale, de la police, l'expertise psychologique. Déjà, il est fonction forcément de l'âge de l'enfant, de sa culture, de beaucoup de paramètres. Tous ces paramètres sont pris en compte. D'abord, je voulais vous remercier de nous avoir invités. Le policier de la brigade des mineurs est très fier d'être ici, en tout cas. Non, donc, nous sommes un service spécialisé, donc nous recevons une formation bien spécifique pour recueillir la parole de l'enfant, recueillir aussi les aveux ou les déclarations d'un mis en cause et le témoignage en cour d'assises. En ce qui concerne les particularités de l'enfant, on doit prendre en compte tout, c'est-à-dire son âge, mais même son âge, un enfant réagit différemment selon sa culture, selon son éducation. Et donc, avant de s'entretenir avec ces enfants, nous les recevons et nous nous mettons à leur disposition. Nous avons une salle qui s'appelle la salle Mélanie, c'est une salle d'enregistrement dont nous disposons de cette salle depuis 2000, donc juste après la loi de 98. Donc, cette salle est adaptée au recueil de la parole de l'enfant, elle est adaptée à la vision de l'enfant, c'est-à-dire que c'est un
un peu comme ici, mais avec des meubles d'enfants, des livres, des jouets. Et donc, elle est créée, cette salle, juste pour le bien-être de l'enfant, comme le précisait l'intervenante précédente. Donc voilà, nous prenons en compte donc l'âge, nous prenons en compte la culture, nous prenons en compte l'évolution verbale, l'évolution, le vocabulaire, nous vérifions chaque mot. Si la définition, nous n'avons pas le droit d'interpréter. Donc voilà, il y a tous ces paramètres à prendre en compte qui sont spécifiques, difficiles. C'est une remise en question à chaque entretien, mais pour obtenir un maximum d'informations. Voilà, le but de l'entretien, en fait, avec l'enfant, du côté du policier, parce que je rappelais que le policier reçoit la parole de l'enfant, mais aussi, ensuite, entendra le mis en cause. Donc, notre but à la Brigade des mineurs, c'est de recevoir la parole de l'enfant, mais sa parole. Ne jamais interpréter, ne jamais proposer, ne jamais poser, dans la plupart des cas, des questions fermées, où les réponses sont oui ou non. Obtenir un maximum de renseignements, un maximum d'éléments, même anodins, sur les faits, sur la période des faits, sur des choses qui se passent autour des faits, et de manière à, en fait, dans la procédure, dans une procédure de pédophilie ou de violence sur enfant, bien évidemment que la parole de l'enfant est importante, mais il nous faut, c'est pas le seul acte de procédure. Il nous faut ensuite des enquêtes d'environnement, des enquêtes familiales, des enquêtes scolaires, des enquêtes amicales. Il y a des expertises psychologiques. On s'appuie aussi dessus. Je veux dire, on ne suit pas que la parole de l'enfant. Bien évidemment qu'elle est importante, mais elle est aussi vérifiée. C'est le propos que je voulais tenir. Voilà, donc, et l'écoute n'est jamais seule, donc c'est toujours enregistré. Alors voilà, la salle Mélanie, le principe de la salle Mélanie, et c'est prévu par le code de procédure. Ça a été une grande avancée, je crois, dans le dispositif de recueil de la parole de l'enfant. On a eu la chance à la Brigade des mineurs 92 de disposer de cette salle Mélanie dès la promulgation de la loi, quasiment, puisqu'on l'a eu en 2000. Et cette salle, donc, et le code de procédure pénale prévoit que nous enregistrions l'entretien. Cet entretien, il se fait, alors il y a plusieurs façons de faire. Il peut se faire à deux fonctionnaires. On travaille en binôme. Deux fonctionnaires présents dans la salle, ou un fonctionnaire dans la salle et un fonctionnaire dans la régie technique. Voilà. Quand j'ai démarré il y a 17 ans, le matériel d'enregistrement, c'était des gros caméscopes et magnétoscopes qui étaient largement visibles de l'enfant. On s'est aperçu que ça pouvait le perturber, bien évidemment, puisque ça comptait comme une personne ou quelqu'un pouvait le voir. Et au jour d'aujourd'hui, bien évidemment, avec les réseaux et avec les microcaméras, tout est invisible. Alors, un des sujets fondamentaux qui nous réunit aujourd'hui, c'est parce que tous les dysfonctionnements, les affaires qu'on évoque depuis ce matin montrent qu'un enfant peut mentir. Comment on arrive à savoir si un enfant ment ou pas ? On vérifie, alors ça dépend des âges. Maintenant, quand on s'adresse à un enfant de 15 ans et un enfant de 3 ans, bien évidemment, ce n'est pas pareil. La fenêtre de concentration n'est pas la même. La préparation n'est pas la même. C'est par la discussion qu'on peut obtenir cela, et aussi après, comme je vous l'ai expliqué, par les enquêtes d'environnement pour vérifier si tous les détails donnés sont avérés. Il est difficile de vous dire, et il serait même présomptueux de vous dire que quand on sort de cette salle, à chaque fois qu'on a entendu un enfant, on a eu la vérité ou on a eu la reconnaissance d'un mensonge, mais on essaye d'avoir le maximum d'éléments. Bien évidemment, on arrive parfois aussi et on a assimilé que l'enfant peut dire la vérité, mais l'enfant peut mentir, peut raconter une histoire, ce qui est encore un cheminement différent que le mensonge, et peut être manipulé. Nous avons des cas dans des cas de divorce ou de séparation qui ne se passent pas bien, des enfants qui sont utilisés comme moyen, voilà. Et avec la parole, le plus difficile en fait, pour avoir l'entretien et pour recevoir les vérités de l'enfant, c'est la préparation en fait. C'est tout ce qui est en amont, c'est-à-dire que se mettre à sa disposition, ne pas employer un vocabulaire qu'il ne comprend pas, trouver un lien
Donc tout se passe, comme j'explique quand j'ai des stagiaires, c'est beaucoup plus simple que face à un public. Quand j'ai mes stagiaires, je leur explique que quasiment on peut gagner la confiance de l'enfant en se dirigeant vers lui, en allant le chercher. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans votre attitude, vous ne devez pas montrer de peine, de dégoût, vous ne devez avoir quasiment aucune émotion, juste rester naturel. Et ne pas faire attendre un enfant, par exemple, dans une salle d'attente quand il vient pour déposer, parce que l'enfant n'arrive pas dans un conditionnement mental très très bien. Voilà, il y a tout ça. Et après, trouver des éléments accrocheurs. S'il arrive avec un maillot de foot, on va parler de football. C'est une petite fille qui regarde les tableaux qu'on a mis sur des dessins animés, on parle d'un dessin animé. Et pendant tout ce laps de temps de la préparation, avant même en fait de parler de l'affaire ou d'avoir des éléments concernant cette affaire, on évalue cet enfant. Alors, à notre niveau, ce n'est pas une évaluation psychologique, c'est juste pour pouvoir créer un climat de confiance. La salle crée un climat de confiance, mais après, c'est à nous de créer ce deuxième climat de confiance pour recevoir les paroles. On voit bien l'importance de la pluridisciplinarité dans cette écoute et ce recueil de la parole de l'enfant, d'où l'importance aussi de faire appel à un expert psychologique. Annie Verrier, vous allez nous faire partager également votre longue expérience sur ce sujet. Et peut-être commencer, parce que c'est une affaire qui est emblématique et qui est aussi la raison de notre présence aujourd'hui, à quel point Outreau est un cas d'école sur des expertises mal effectuées. C'est peut-être un peu dur comme entrée, mais je vous laisse peut-être poser quelques méthodes. Voilà, expliquez-nous d'abord le travail, à quel moment les experts psychologiques interviennent, dans quel cas, moment clé, et puis peut-être qu'on en arrivera après à ce cas d'école. Oui, non, ça ne pose pas. J'allais vous remercier de l'invitation, mais le décor est planté. C'est vrai qu'Outreau a beaucoup marqué, bien sûr, à la fois l'institution judiciaire et les experts. Et je dois dire qu'aux assises, j'en ai beaucoup entendu parler d'Outreau dans les temps qui ont suivi, avec la remise en cause des rapports qui pouvaient être faits. Alors, je vais m'exprimer sur la notion de la crédibilité, mais justement, par rapport à cette notion-là, peut-être repartir du cadre juridique, parce que le cadre juridique, il est très précis par rapport à l'expertise psychologique. Il y a des articles du Code de procédure pénale qui définissent finalement la mission d'expertise psychologique. Premièrement, on dit que l'expertise psychologique, enfin, comme tout examen, c'est un examen d'ordre technique, c'est-à-dire que on parle, et vous l'avez évoqué, monsieur, mais vous utilisez les mêmes méthodes, nous utilisons les mêmes méthodes. On va s'intéresser à la psychologie et à rien d'autre, et donc ça c'est l'article 158. Puis il y a l'article D16 qui précise qu'on ne doit pas tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours. Donc dans le cadre juridique, l'expert psychologue, il ne doit pas aller plus loin que sa mission. Et peut-être qu'en effet, dans l'affaire Outreau, il y a eu des experts qui se sont avancés et sont allés plus loin que leur mission. En tout cas, le point positif de ce désastre, on pourrait dire, c'est que la mission qui en a découlé, et puis après les instructions qui ont été données, notamment au niveau des procureurs généraux, ont amené des missions d'expertise qui ont retiré le mot crédibilité, qui en effet, en soi, est un beau mot. Hein. Crédible, c'est ce qui peut être cru. Hein. Et d'ailleurs, souvent les avocats disent « Madame l'expert, on est bien d'accord, crédible, c'est ce qui peut être cru. » Oui, ça veut dire simplement qu'on exclut une mythomanie ou qu'on exclut un trouble psychique. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. La crédibilité et la vérité, c'est très différent. Donc en effet, dans les missions d'expertise telles qu'elles sont maintenant formulées, on a retiré le mot crédibilité qui pouvait porter à contresens, et on est plutôt dans le champ de la psychologie vraie, c'est-à-dire repérer des maladies mentales, la fabulation, la mythomanie, en sachant que la mythomanie chez l'enfant, elle est naturelle, elle est physiologique.
Un enfant de 3 ans qui vous dit « Maman, il y a un monstre dans la chambre », je veux dire, il ne ment pas, simplement, c'est de la mythomanie, c'est de la fabulation, c'est l'importance de l'imaginaire, et c'est petit à petit, le mensonge, on pourrait dire, constitué, il arrive plus tard, il suppose d'ailleurs un niveau intellectuel, un niveau de développement que le jeune enfant n'a pas. Je ne sais pas si ça répondait à votre question. Absolument. Absolument. Ce que je souhaitais, et bon, évidemment, c'est une évidence, mais j'imagine que l'expertise psychologique est beaucoup plus difficile chez un enfant que chez un adulte. Donc, comment construit-on le rapport d'expertise quand il s'agit d'un enfant ? Alors, en effet, et monsieur l'a très bien dit, un enfant, c'est plus complexe dans la relation, dans l'entretien qu'un adulte. Il faut le mettre en confiance et puis il faut ici connaître justement toutes les spécificités du développement de l'enfant, tout ce qui concerne son raisonnement, tout ce qui concerne la mémoire de l'enfant n'est pas la même que celle de l'adulte et la mémoire de l'enfant jeune n'est pas la même que celle de l'enfant qui va avoir 8, 9 ou 10 ans. Donc c'est vraiment un corpus théorique à connaître, des connaissances cliniques appuyées sur l'expérience. Et d'ailleurs, ça n'est pas par hasard si dans les nominations d'experts sur les listes de cours d'appel, vous avez maintenant psychologie de l'adulte, psychologie de l'enfant, et qu'en effet, on a attiré l'attention lors des nominations d'experts d'avoir des gens qui ont fait des formations spécifiques, qui ont donc cette compétence supplémentaire et liée à la complexité, parce que l'entretien avec l'enfant, clairement, c'est plus complexe qu'avec l'adulte. On va revenir dans la sphère de l'éducation nationale. On va revenir avec vous, Maître Renaud. On a bien compris qu'une des failles qui pouvait se situer, c'est la question de la transmission de l'information quand on repère un enfant en danger, quand on écoute sa parole, à qui transmet, comment respecter le secret professionnel tout en faisant circuler l'information si la gravité des faits l'exige, et comment évaluer le degré. Voilà, quel éclairage pouvez-vous nous apporter sur ce point-là de la communication, la transmission de l'information ? Alors, il faut savoir que, on l'a dit, on le sait, l'école, c'est un lieu privilégié pour repérer un enfant qui serait en danger. Et la loi, elle fait obligation au personnel de l'éducation nationale de faire circuler l'information quand il y a un danger qui va être repéré, soit sous la forme d'une information préoccupante, soit sous la forme d'un signalement. Ça signifie que le premier recueil de la parole de l'enfant, il se fait à l'école. Il ne se fait pas avec les enquêteurs dans la salle Mélanie. Et ce qui est important, c'est de repérer que si ce premier recueil, il est faussé, c'est toute la procédure qui risque d'être faussée. Donc, il faut insister sur l'importance de la qualité du recueil de la parole de l'enfant. Madame le défenseur des enfants disait tout à l'heure que ça ne s'improvise pas d'entendre un enfant et de recueillir sa parole. Évidemment. Et on voit que les enquêteurs sont formés, les magistrats sont formés au recueil de la parole de l'enfant, mais pour les personnels de l'éducation nationale, c'est comme si, pour vous, c'était inné. Vous avez un enfant qui va se livrer ou un camarade de classe qui va dire qui va raconter ce que son copain lui a dit. Et vous allez devoir réussir à recueillir d'une manière objective cette parole de l'enfant, comme ça. Alors que non. S'il y a une formation pour les enquêteurs et pour les magistrats, il y a ce besoin de formation qui est évident pour les personnels de l'éducation nationale aussi. Parce que, vous l'avez dit, c'est important quand on recueille la parole de l'enfant de ne pas induire. C'est important de ne pas juger. C'est-à-dire que l'enseignant qui va recueillir les paroles terribles d'un enfant s'il se met à pleurer, ça va fausser le reste du récit de l'enfant. Et donc, ça va fausser le reste de la procédure. Donc, ne pas induire, ne pas juger, favoriser le récit libre de l'enfant. Ces techniques que vous mettez en place, il faut qu'elles soient déjà connues des personnels de l'éducation nationale. Et c'est la raison pour laquelle, là, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque au terme de la formation initiale, de la formation continue. Tout à l'heure, vous disiez, même le défenseur des enfants, qu'il existe. La loi dit que les personnels d'éducation nationale, avec les magistrats, les fonctionnaires, doivent être formés aux infractions sexuelles. Il faut compléter cette formation, a priori qui n'est pas véritablement mise en œuvre, il faut la compléter par une formation sur le recueil de cette parole de l'enfant. Comment on fait ? Et ainsi, on va pouvoir sécuriser la parole de l'enfant au point de départ,
à charge ensuite pour les enquêteurs, pour la justice, de dire si cette parole elle est réelle ou non. Parce que ce n'est pas au personnel de l'éducation nationale de dire si ce que dit l'enfant c'est vrai ou pas vrai. La mission, et c'est la loi qui l'impose, la mission c'est de transmettre cette information quand il y a une situation de danger. La vérité sur la parole de l'enfant c'est autre chose. Mais il faut, parce que l'enfant effectivement peut mentir, mais ça c'est pas c'est pas le travail de l'enseignant de vérifier si ça ment ou ça ment pas. C'est de transmettre, et l'enquête va se faire. Voilà. Alors Martine, que se passe-t-il quand c'est un personnel de l'éducation nationale qui est mis en cause par l'enfant? Alors peut-être avant de répondre directement à cette question, je tenais effectivement à souligner l'importance du rôle des personnels de l'éducation nationale par rapport à la question du repérage, puisque les signalements, enfin les informations préoccupantes qui sont adressées au niveau des cellules de recueil d'informations préoccupantes au niveau départemental sont pour un quart des situations en provenance de l'éducation nationale. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'enseignant dans sa classe, l'ensemble des personnels qui travaillent en équipe éducative sont à même de repérer des signaux, un certain nombre de signaux. L'enfant ne parle pas si facilement que ça. Effectivement, quand j'évoquais tout à l'heure la question de l'écoute et ensuite d'entendre, ça suppose effectivement d'être formé. Ça suppose que le cadre soit suffisamment bienveillant pour permettre à cette parole d'être livrée. Et au niveau des signaux, effectivement, on est sur des changements de comportement. Enfin, on a un certain nombre de signaux d'alerte en fait qui peuvent provenir de l'enfant lui-même dans ses relations aux autres. Ça peut être également dans le cadre des relations avec les parents qui sont conduites au quotidien entre les enseignants ou les personnels et les parents. Donc ce sont autant de signaux qui doivent être interprétés et qui doivent permettre en fait que cette parole puisse être recueillie. Il est le plus souvent conseillé à la personne qui reçoit les confidences de faire en sorte que ça puisse être dans un cadre effectivement et bienveillant et suffisamment intime, c'est-à-dire qu'on va, si la confidence se fait dans le cadre de la classe, plutôt conseiller à l'enfant de venir à la fin du cours ou dans un espace un peu dédié, de manière à ce qu'effectivement il y ait une qualité de cette écoute et ensuite une qualité de l'action qui va être conduite par la personne qui a reçu les confidences. Il est également conseillé, quand c'est l'enseignant qui reçoit les confidences, de faire appel le plus rapidement possible au personnel dont j'évoquais tout à l'heure le sujet, donc les personnels sociaux et de santé. Ils ne sont pas suffisamment en nombre, c'est souvent un reproche qui est fait, c'est-à-dire que quand l'enfant parle, il faut pouvoir être présent le plus rapidement possible, et il n'y a pas forcément une assistante sociale ou une infirmière sur le moment. Donc c'est aussi l'importance de pouvoir différer, de pouvoir entendre dans un premier temps, d'arrêter autant faire se peut pour ne pas aller au-delà de ce qu'est la mission de l'enseignant dans la prospection. C'est de savoir s'arrêter pour ensuite faire en sorte que la parole puisse être entendue et faire en sorte également que cette parole ne soit pas, comment dire, de faire en sorte que l'élève et l'enfant ne soient pas en obligation de répéter, parce que plus il sera amené à répéter, et plus effectivement son discours peut varier, et on va perdre la qualité d'origine. Donc là, il est effectivement conseillé de travailler en équipe et de faire en sorte que l'enseignant sache à qui s'adresser et que les procédures soient très très claires déjà en interne, dans le cadre d'un travail d'équipe, et bien entendu de transmettre cette information à qui de droit, donc c'est et la hiérarchie et la cellule d'information préoccupante, en sachant que le plus souvent, si ce travail d'équipe a pu être conduit, les personnels sociaux et de santé sont à même de procéder déjà à une première évaluation selon le cas, ce qui permet aussi d'éliminer un certain nombre de problèmes. Donc c'est aussi rassurer l'enfant, parce que parler de ce qui se passe à la maison quand les choses se passent mal, ça ne va pas de soi pour un enfant. Donc l'importance aussi de pouvoir dire qu'on va aider l'enfant, le protéger, mais aussi aider éventuellement ses parents, et ne pas forcément juger ses parents. Si c'est le cas au niveau, donc, vous posiez la question d'un enseignant qui va être mis en cause,
Là, bien entendu, ce sont des situations extrêmement délicates, avec le plus souvent beaucoup d'émoi autour des situations, puisque non seulement on a potentiellement un enfant qui va être victime, mais on a aussi peut-être potentiellement un auteur présumé qui peut devenir victime, et puis on a aussi la question de la protection de la fonction. Et j'ai pu voir effectivement au cours de ma carrière et de situations concrètes, et les choses ont pu évoluer, mais par rapport à un enseignant ou des enseignants qui avaient pu être mis en cause, une réaction un petit peu, on va dire, non pas corporatiste, parce que c'est même pas la question, c'est plutôt la question pour des enseignants de se dire que leurs collègues en qui ils ont complètement confiance a pu ou pourrait, enfin, que le doute est là. Et il y a un état de sidération de la part des collègues qui font que parfois on a des réactions massives telles qu'elles ont pu être évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire de défense systématique de la personne présumée innocente et en même temps qui est mise en cause, donc avec effectivement beaucoup d'émotions autour de ces questions. Donc ce qu'il est demandé en fait aux responsables hiérarchiques, quand un enseignant ou un personnel est mis en cause, c'est déjà de procéder dans un premier temps à un premier recueil d'informations, ou bien les faits sont connus à partir de la révélation d'un enfant, et donc c'est la question de la parole de l'enfant et du crédit de cette parole, dans un contexte qui est le contexte de la scolarité, avec la connaissance que peut avoir le chef d'établissement ou le responsable de l'environnement, du contexte précis dans lequel ces propos ont été recueillis. Mais ça peut être par des parents d'élèves, ça peut être par un tiers, ça peut être le rectorat ou le directeur académique peut aussi être alerté directement. Donc tout va dépendre de la situation, mais le premier niveau, c'est effectivement le recueil d'informations. C'est aussi donc l'engagement dans l'attente d'un signalement qui peut être fait. C'est l'engagement de mesures qui peuvent être administratives, c'est-à-dire que pour protéger justement et la fonction et la personne, et donc la présomption d'innocence, ça peut être effectivement cette mesure conservatoire, de suspension conservatoire, qui va faire que l'auteur présumé et la potentielle victime ne soient pas ensemble. Ce qui vient cristalliser encore plus la situation, c'est faire en sorte donc de préserver l'intérêt des uns et des autres. Et puis c'est de signaler donc à l'autorité hiérarchique quand les faits sont vraisemblables, le chef d'établissement transmet ce qu'on appelle un rapport d'incident en milieu scolaire, qui est adressé à l'autorité académique et au procureur de la République. Et donc l'action judiciaire peut éventuellement s'engager selon le cas. Les deux procédures sont séparées. La procédure administrative disciplinaire est autonome, mais elle ne peut pas contrevenir à la décision qui a été prise au niveau judiciaire. Le niveau de la sanction qui peut être posée au niveau disciplinaire est donc prononcé dans le cadre d'un conseil de discipline. Et bien entendu, l'audition de l'auteur présumé est prévue dans le cadre d'une démarche contradictoire, avec possibilité d'être assisté. Ce sont des situations toujours extrêmement difficiles. On voit bien qu'on est sur des enjeux contradictoires, avec la nécessité de protéger et l'enfant, et l'auteur présumé, et la fonction. Donc dans cette gestion du risque, c'est aussi donc le rôle de l'encadrement, d'être suffisamment à même, par des formations qui sont mises en place donc, en direction de ces personnels d'encadrement, des cellules RH. La loi de 2016 a prévu effectivement un rapprochement entre la justice et l'éducation nationale, de manière à ce qu'il y ait des échanges d'informations et qu'il y ait des interfaces et au niveau de l'éducation nationale et au niveau de la justice pour favoriser ces échanges d'informations et également mettre en place ces formations.
Maître Bruno, tout à l'heure, insistait sur le manque criant de formation au niveau de l'éducation nationale, enfin, des enseignants pour le recueil de la parole de l'enfant, mais Annie Verrier, même au niveau des expertises psychologiques, il y a beaucoup à faire encore hein, pour améliorer la formation. Je sais que c'est un de vos chevaux de bataille. Oui, alors comme j'ai dit tout à l'heure, l'examen psychologique de l'enfant est un examen difficile qui requiert une spécificité. Donc en effet, et notamment au niveau du Conseil national des experts, des compagnies d'experts de justice, dans les échanges qu'on peut avoir avec la chancellerie, évidemment, nous mettons en avant l'intérêt que les experts qui vont être sur les listes de cours d'appel soient les plus compétents. On doit être dans l'excellence et bien sûr c'est tout à fait normal au vu des missions et qu'à ce niveau-là, il y ait la possibilité pour les compagnies et les membres qui ont connaissance de la compétence de participer, de donner un avis. Parce que, je le répète, c'est vraiment un exercice très complexe. Le recueil de la parole de l'enfant, la mise en confiance, l'analyse. Bon, ça a déjà été dit par les deux personnes. C'est vraiment plus complexe que pour un adulte. Il y a notamment un cas précis où le manque de formation des experts est parfois problématique, c'est quand il y a une procédure préliminaire. Oui, alors aujourd'hui, on constate déjà une désaffection des experts du pénal, et ça aussi, bien sûr, nous l'avons remonté à la chancellerie, parce que les contraintes sont fortes, parce que les exigences sont importantes, et notamment au niveau des procédures préliminaires, le manque d'experts donc sur les listes de cours d'appel peut amener les enquêteurs à faire appel, parce que la loi les autorise, hein, à des techniciens, hein, puisqu'on est non plus dans une expertise, mais un examen dans le cadre de la procédure préliminaire, qui doit se faire souvent dans le temps de la garde à vue, c'est-à-dire l'enquêteur appelle en disant, bon, en gros, j'ai quelqu'un en garde à vue, vous avez 3 heures ou 5 heures pour voir la personne et faire un rapport. Alors évidemment, ça va être plutôt des personnes qui ne sont pas des experts, qui sont des techniciens, des psychologues, qui ne sont pas forcément aguerris, qui vont voir en urgence un enfant et qui vont devoir également dans l'urgence rendre un rapport. Un rapport qui sera un examen technique, mais pardon de vous interrompre, mais ça peut être, dans ce cas précis, le psychologue du quartier qui est disponible à ce moment-là. Alors, j'allais dire... sans préjuger de ses compétences, bien sûr, évidemment. Ça sera quelqu'un qui a le diplôme, quelqu'un qui acceptera de répondre à la mission, sauf que dans un cadre notamment hospitalier, l'autorité hiérarchique peut dire à la psychologue, vous allez faire cette expertise, non pas cette expertise, excusez-moi, cet examen. Et j'attire l'attention sur le fait que cet examen, donc, qui est fait par un professionnel, mais qui n'est pas expert, qui n'a pas l'habitude des procédures, peut être amené par le biais des assises à être considéré quasiment comme une expertise, avec le même poids. On ne peut pas, sur quelqu'un qui fait un examen en urgence, avec un rapport qu'on doit donner, alors à la main ou taper suivant les capacités, le jour même, être dans le même niveau d'exigence, dans la même qualité qu'un rapport d'expertise. Ça, c'est clair. Au niveau de la police, qu'en est-il de la formation donc, pour le recueil de la parole de l'enfant et quelles limites voyez-vous, quels points améliorer? Les points améliorés. Alors la formation, elle est simple. On rencontre tous les facteurs qui interviennent auprès de l'enfant. C'est-à-dire que la formation est dispensée par des policiers, bien évidemment, souvent des anciens de brigade des mineurs, mais il y a des intervenants. On a des experts psychiatres, des pédopsychiatres, on a des éducateurs, on a voilà tous ceux qui ont affaire avec l'enfance et qui peuvent apporter des éléments pouvant nous servir plus tard lors de nos entretiens sont conviés à cette formation. Ensuite, on nous explique l'évolution d'un enfant, la différence de perception, la différence de langage. On nous explique tout ce qui concerne l'enfant, en fait. C'est sur 3 semaines. Et ce qui a amélioré, en fait, c'est simple, c'est comme tout. On est
pas assez d'effectifs. Donc pour le suivi en continu, eh bien, nous le faisons par nous-mêmes, même si nous sommes une brigade spécialisée. Donc on compte beaucoup sur les anciens, mais il y a des techniques à réapprendre. L'enfant de 10 ans, d'il y a 20 ans, a changé. Au jour d'aujourd'hui, il n'a plus même accès à la sexualité, à la télé, à Internet, ce qui n'existait pas il y a 20 ans. Donc c'est une remise à niveau assez journalière, j'ai même envie de dire, puisqu'un enfant peut changer du jour au lendemain. Les améliorations, elles sont sur ça, parce que je fais partie d'une brigade qui a été pilote, en fait. Donc les éléments de la salle Mélanie, nous l'avons eu tout de suite. Tout ce qui est expertise, c'est vrai, je rejoins ce que vous disiez totalement, mais pour la garde à vue, nous avons les moyens de prévoir nos gardes à vue. On parlait bien du préliminaire et non du flagrant délit. Donc on prévient les experts, on a des experts qui travaillent avec nous et on peut convenir avant d'un rendez-vous, ce qui n'est pas le cas par contre en flagrant délit, où là on est obligé de prendre au plus rapide. Mais voilà, ce qu'il y a à améliorer, c'est au journalier, c'est la discussion, c'est la formation de nos effectifs, c'est rencontrer aussi tous les partenaires. J'entendais tout à l'heure, alors je confirme que la plupart des signalements, même la quasi-totalité de nos signalements, parce que nous on est saisi directement par le procureur, on ne reçoit pas directement les plaintes, donc on est saisi de deux façons, d'une plainte dans un commissariat ou dans une brigade locale de protection de la famille, ou par des signalements. Et les signalements proviennent essentiellement du milieu scolaire. Je ne dirais pas des professeurs ou des instituteurs, parce qu'on a souvent aussi la psychologue et l'assistante sociale. Et donc voilà, c'est des débuts d'enquête. Et nous avons établi des relations avec des hôpitaux, avec des infirmières, des médecins, qui viennent passer des stages, entre guillemets, c'est plutôt des rencontres avec nous pour voir comment nous fonctionnons. On fait venir des assistantes sociales, voilà, et on a du mal à mettre ça en place avec le milieu scolaire, alors que nous, on est très demandeurs. On est très, très demandeurs parce que le recueil... Alors, il y a une différence pour moi entre le recueil et l'enquête quand même, hein, que les instituteurs soient formés pour recueillir la parole avec une préparation comme on parlait tout à l'heure, bien évidemment. Et nous, ça nous servira, puisque les propos seront les vrais propos, voilà. Mais par contre, pas d'enquête, parce qu'on ne peut pas repasser plusieurs fois et interroger un enfant. Alors, ça dépend à quel âge, mais c'est pas bon. Le recueil doit vraiment ne se faire qu'une fois sur l'affaire en elle-même. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on filme. Et alors justement, au niveau de l'enregistrement, est-ce que là, vous considérez que ce sont des procédures, un dispositif qui fonctionne correctement, ou là aussi, il y a peut-être des améliorations à imaginer? J'ai lu les rapports de certaines affaires, ou même dans Outreau, où on disait qu'il y avait beaucoup de services qui n'étaient pas équipés, où les matériels étaient en panne, où la parole de l'enfant, en fait, n'était pas filmée. Mais je vous dis, moi, je n'ai pas connu ça, parce que depuis 2000, nous fonctionnons avec une salle Mélanie. Donc, il est évident que c'est essentiel. C'est essentiel d'avoir, déjà pour après, même pour nous, et notre binôme de procédure, ou même pour le groupe, quand c'est des affaires assez délicates, parce que c'est jamais facile non plus de recevoir la parole d'un enfant qui vous raconte ce qu'il a vécu. Donc oui, c'est essentiel. Ce fonctionnement-là est essentiel. L'améliorer, c'est qu'il y en ait plus, puisque au jour d'aujourd'hui, quand nous ne sommes pas saisis de dossiers directement pour des faits qualifié un petit peu moins grave, même si tout est grave quand ça concerne un enfant, mais un petit peu moins grave par le parquet, les commissariats locaux restent saisis, mais quand il s'agit d'entendre l'enfant, nous leur venons en assistance et nous entendons ces enfants dans la salle Mélanie. Donc s'il y avait plus de salles, ce serait mieux, plus de gens formés, ce serait encore mieux, mais voilà, il faut du temps, il faut beaucoup de choses. Voilà, c'était important de vous entendre longuement tous les trois, parce que justement on voit bien quelques failles dans le système, quelques points qu'on peut améliorer. Donc comment la loi Maître Bruno peut accompagner ces améliorations nécessaires? Oui, moi je vais vous dire comment ça pourrait s'améliorer. Parce que tout à l'heure je vous disais comment on peut sécuriser la première parole de l'enfant. Oui. Mais ensuite l'enfant il va être entendu à d'autres stades de la procédure. L'enfant il va être filmé quand il va être entendu. L'enfant victime il est filmé quand il est entendu par les enquêteurs uniquement pour les infractions à caractère sexuel. Oui, mais si c'est un enseignant qui est mis en cause pour des violences, il n'y a pas de film. Ça va pas. Il faut qu'il y ait la vidéo aussi pour toute infraction
qui va concerner un mineur victime. Ça va permettre de rendre incontestable cette parole de l'enfant parce qu'elle aura été recueillie par l'enquêteur, mais fixée aussi dans la vidéo. Le mineur, quand il est victime, il est entendu par les enquêteurs, mais il n'y a pas la présence de l'avocat. Ce serait intéressant qu'il ait son avocat avec lui. Là aussi, à la fois pour favoriser peut-être la mise en confiance, mais pour sécuriser aussi cette parole de l'enfant. Quand l'enfant victime, il va être entendu en expertise, il va être seul avec l'expert. Ni avocat, ni caméra. Et de l'expertise, on va en faire quelque chose. Et on va avoir un rapport d'expertise où l'expert va dire « l'enfant m'a dit que », et ça va être exploité ensuite, souvent à charge. C'est pas normal. Il faut qu'au stade de l'expertise, on puisse avoir aussi soit la présence de l'avocat, soit la présence d'une caméra, pour fixer encore une fois la parole de l'enfant, pour la rendre incontestable, parce que oui, on travaille sur la présomption d'innocence, et oui, on travaille aussi sur la protection de l'enfance. Et Madame le défenseur des droits disait, il faut garantir ça, la protection de l'enfant. Mais garantir la protection de l'enfant, c'est garantir l'authenticité de sa parole, pour pas qu'elle soit déformée par des professionnels qui vont intervenir dans le cadre de l'enquête. Et garantir l'authenticité de sa parole, c'est la fixer dans le cadre d'une vidéo. Et si ça marche avec les enquêteurs pour les infractions sexuelles, ça doit pouvoir marcher avec les experts, ça doit pouvoir marcher pour toutes les infractions qui concernent les mineurs. Donc voilà des pistes d'amélioration sur, en quelque sorte, sécuriser cette parole de l'enfant. Et ensuite, on est d'accord, l'enquête, c'est pour vous et c'est pas pour nous. Alors, on va peut-être faire un dernier petit tour de table avant de prendre quelques questions. J'imagine qu'il y en a dans la salle, en tout cas des réactions, et il y a également des questions d'auditeurs, enfin de téléspectateurs qui nous suivent en direct. Peut-être un dernier petit commentaire ou en tout cas un message fort que vous souhaiteriez faire passer, Annie Verrier, sur justement, toujours dans cette idée de mieux recueillir la parole de l'enfant. Je crois que je vais me répéter, hein, c'est vraiment spécifique et donc il faut des professionnels formés. Et je pense que là, chacun de notre place, ne pas non plus demander à l'expert psychologue des choses qu'il n'a pas à faire et que, bien sûr, mais ça c'est de notre côté, faire également en sorte que la qualité de l'expertise soit à la hauteur des attentes de la justice. Je pense que la parole de l'enfant, elle doit être écoutée. L'enfant, il doit être ni en position d'être dénié, ni en position non plus de dire que la vérité sort de la bouche des enfants et que c'est vraiment dans ce juste milieu qu'il faut fonctionner. L'expertise, elle est là pour à la fois éclairer bien sûr la justice sur la personnalité de l'enfant et aussi sur des changements qu'on a pu repérer ou pas de son fonctionnement. Et nous n'avons pas à aller plus loin et nous n'avons pas notamment à nous positionner sur les faits. Et ça, je le répète, et je le répète à mes collègues, je le répète évidemment à l'Assemblée. Chacun a sa place et je pense que dans ce cas-là, on travaillera bien ensemble. Martine Carle. Oui, moi je voulais rappeler quand même 3 articles du Code de l'éducation qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est le L542.1 qui prévoit donc cette formation initiale et continue en partie commune. Pour avoir exercé à la DGESCO pendant quelques années, nous avons conduit dans le cadre de l'interministérialité des projets pour mettre en place effectivement ces formations communes. C'est extrêmement compliqué parce que nous sommes sur des calendriers de formation différents. Donc ça, c'est la question du temps. Nous sommes sur des cultures professionnelles extrêmement différentes, d'où d'ailleurs l'enjeu de mettre en place ces formations. Moi, je fais assez confiance au partenariat local, sachant que quand on parlait d'évolution depuis les années 80, pour 95% des départements, ils sont tous dotés de protocoles partenariaux de protection de l'enfance qui prévoient non seulement les actions de prévention, mais aussi de traitement, de procédure, d'information et de formation. Et c'est encore au niveau local, je pense qu'effectivement, les ressources disponibles en termes de formateurs seront le plus à même de répondre aux besoins. Et je rejoins tout à fait ce que vous évoquiez sur la possibilité qu'une infirmière, une assistante sociale aille au commissariat, qu'un brigadier puisse venir dans le cadre de formation locale sur site
de différents acteurs. Je pense que c'est là où effectivement nous gagnerons, parce que nous travaillerons et sur les questions de culture commune et sur la question des procédures, et on avancera. Le deuxième article qui me paraît important, c'est celui sur les visites médicales qui sont organisées et qui prévoit notamment d'être particulièrement vigilant à la question de la maltraitance et des violences sexuelles. Et le troisième, c'est la séance annuelle d'information. On en parle assez peu. On parle beaucoup, et à juste titre, des formations dans le cadre de l'éducation à la sexualité qui sont obligatoires et qui font partie d'un curriculum actuellement. La séance annuelle d'information, elle est depuis l'école maternelle jusqu'au lycée. Et elle évoque effectivement la question de tous ces enjeux, des violences intrafamiliales et en même temps de l'aide qui peut être apportée. Ces notions sont abordées dans le cadre des programmes, d'où l'importance aussi que dans le cadre des ESP, des écoles supérieures de formation des professeurs et des personnels d'éducation, cet aspect-là soit abordé. Et le plus souvent, et ça c'est plutôt optimiste, les partenaires locaux que sont les personnels des conseils départementaux et de la justice et du parquet interviennent dans ces formations initiales des personnels, sachant que pour les personnels sociaux et de santé, ces questions-là sont beaucoup plus approfondies en formation initiale. Mais là, je pense que l'enjeu, c'est vraiment la formation continue, partenariale au local. Très bien. Non, juste pour conclure, nous exerçons 4 professions différentes et je m'aperçois que nous avons quand même à peu près le même discours. Donc je trouve que c'est très rassurant. Et puis par rapport à vos propositions, bien évidemment que filmer les violences, je ne comprends même pas d'ailleurs pourquoi ce n'est pas prévu. Et puis après, l'assistance d'un avocat, si c'est uniquement dans l'apport pour l'enfant, enfin pour le bien-être de l'enfant, je n'y serai jamais contre, bien évidemment, même si, par mon ancienneté, j'ai toujours du mal avec les nouveaux changements et autres, mais on s'appliquera à respecter le code pénal et la loi, bien évidemment, puisque c'est notre métier aussi. Mais voilà, si c'est pour œuvrer dans le bon sens pour l'enfant, il n'y a pas de souci, en tout cas en ce qui me concerne. Et moi, juste pour dire que tout à l'heure, j'ai entendu Claude Lièvre qui racontait ce premier colloque qui avait été organisé dans les années 80 pour réfléchir à comment recueillir d'une meilleure manière la parole de l'enfant. Moi, j'étais en grande section de maternelle quand il y a eu ce premier colloque. Et je trouve ça sidérant qu'on en soit encore aujourd'hui à se dire qu'il faudrait que les choses elles soient améliorées. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose de relayer une question d'un téléspectateur qui nous suit en direct, en l'occurrence. On va commencer par on va aller dans l'ordre. Comment peut-on savoir si la parole d'un enfant est fiable, en particulier chez les tout-petits ? Peut-être vous, Christophe Carrera, vous pouvez répondre. Quand on entend, on n'est jamais sûr de rien. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. On essaye de recueillir un maximum d'éléments. Chez un tout petit, alors bien évidemment, le vocabulaire il y en a moins. La façon de s'exprimer est moindre. On a moins de temps de concentration. On ne peut pas revenir sur des faits. On peut pas. Donc là, il s'agit vraiment de recueillir uniquement ce qu'il nous dit. D'accord ? D'essayer de comprendre les mots qu'il utilise, et ensuite, c'est tout un travail d'enquête par la suite. Voilà. D'accord, merci. Une question, une réaction dans la salle ? Les hôtesses sont là, elles ont un micro. Oui, madame, donc au fond, dernière rangée, au fond à droite. Non, en bas, mademoiselle. Ouais. En bas, oui. Peut-être ajouter, en attendant, que pour la fiabilité, la parole de l'enfant ou les paroles fallacieuses, dans les 3/4 des cas, c'est quand même un adulte qui est à l'origine de ces difficultés-là. Donc je le dis. Donc ça, c'est la première chose. Après, les enquêteurs vont faire leur travail, mais c'est dans les 3/4 des cas, les recherches montrent que les paroles fallacieuses d'un enfant sont induites de façon volontaire ou involontaire par les parents.
Par un adulte. Par un adulte. Alors, voilà, ce qu'on appelle un lapsus, c'est ce qu'il ne faut jamais faire, surtout devant une grande salle comme ça. Mais ça aurait pu être pire, j'aurais pu dire par les enseignants. J'ai dit par les parents. Voilà. Madame, nous vous écoutons. Oui, je vous remercie. Je suis enseignante, directrice d'une école maternelle. J'ai bien entendu, et je suis effectivement, comme l'avocat dont j'ai oublié le nom vient de le dire, depuis de nombreuses années, on réfléchit à ce souci. La formation a évolué, je le vois depuis les 20 dernières années, donc c'est bien, mais elle évolue sur un plan technique, c'est-à-dire qu'on nous a très bien expliqué ce qui allait se passer, comment on devait faire. Maintenant, la réalité, c'est peut-être l'enfant qui vous êtes en train de le soigner dans la cuisine de l'école, parce qu'il ne faut pas imaginer qu'il y a un petit local de douillet comme la salle prévue à cet effet, qu'à vos côtés, il y a les enseignants qui sont en train de parler de ce qu'ils ont regardé hier soir à la télé, la dame d'entretien qui râle parce que vous avez à nouveau bouché l'évier, et là, d'un seul coup, vous avez l'enfant qui porte à votre connaissance quelque chose de grave, de dramatique. Voilà, c'est quand même rarement des situations qu'on imagine. Donc à partir de là, la machine se met en route, l'enseignant généralement s'enflamme, parce que c'est très compliqué à vivre, vous l'avez dit, il faut rester neutre. Bon. Suite à ça, on fait au mieux, on va faire un signalement, et là, moi, mon propos porte là-dessus. Que se passe-t-il ensuite en termes de protection de l'enseignant qui vient de faire un signalement ou de porter une information préoccupante à la connaissance du système judiciaire. Cette fois, je vais prendre ma casquette autonome de solidarité puisque je suis militante. Les collègues le disent, on est dessaisi de ce dossier et c'est très bien puisqu'elles n'ont pas à porter une quelconque responsabilité. Sauf que vous découvrez que par des parents d'élèves que la police est devant l'école, qu'un enfant vient d'être retiré de la famille, et clairement, il a été dit, l'enseignant de votre enfant est venu dire ça, ça, ça. Et là, les parents arrivent dans votre bureau, arrivent dans la classe, voilà. Et là, l'enseignant, il se retrouve cette fois à son tour en danger, entre guillemets. Donc, comment améliorer non pas pour ne pas être responsable de nos propos, c'est pas ça la question, c'est comment on peut améliorer cette liaison qui permettrait, je pense, à un certain nombre de dossiers d'être connus alors qu'ils ne le sont pas aujourd'hui. Alors, donc peut-être Maître Bruno. D'abord, quand l'enseignant fait un signalement, il fait son devoir. Il y a un article 40 du Code de procédure pénale qui dit que tout fonctionnaire qui a connaissance de la commission d'une infraction, un délit ou un crime, doit en informer immédiatement le procureur de la République, doit donc faire un signalement. Donc, le fonctionnaire enseignant, il fait son devoir en faisant un signalement. Et ensuite, le signalement, il est transmis au procureur, et ensuite, le procureur, il va mandater des enquêteurs qui vont faire leur enquête. Bon, ça suit la procédure. Dans mon autonome, on a eu un dossier comme ça, où l'enseignante, elle a fait un signalement, une information préoccupante, et la maman a été reçue, parce que l'enseignante a convoqué la maman pour lui expliquer qu'elle faisait cette information préoccupante, et elle a été victime de violences. Comment on améliore cette protection-là ? D'abord, l'enseignant qui est victime d'une infraction, il faut qu'il porte plainte immédiatement. Voilà. Donc la protection de l'enseignant, elle existe ab initio dans la définition de toutes les infractions pénales et la faveur que le législateur fait en protégeant davantage encore l'école et les violences commises à l'école. Ça, c'est évident, et pour autant, je pense que pour faire un certain nombre de formations, c'est important que l'enseignant, de rappeler que l'enseignant, il a accès aussi à cette plainte pour se protéger. Bon. Maintenant, est-ce qu'on peut faire davantage ? Je ne sais pas, parce que, et ça c'est plus l'enquêteur qui va vous répondre, c'est important que ces enquêtes, une fois qu'il y a le signalement, d'abord ça va vite, il faut que ça aille vite, parce que s'il y a un signalement, c'est qu'il y a un danger qui est grave et imminent. Et c'est important aussi qu'il y ait une certaine confidentialité à l'enquête, parce que sinon on peut imaginer que l'auteur il disparaisse, qu'il prenne la fuite, etc. Donc concrètement, je ne vois pas comment on pourrait davantage protéger. Il y a une situation de risque qui est induite par le signalement. Concrètement, je ne sais pas comment on pourrait améliorer les choses.
Alors très rapidement, parce que malheureusement je suis la gardienne du temps, une question d'une internaute. Comment faire en cas de doute sur le comportement d'un collègue vis-à-vis des élèves? Qui prévenir? Comment faire en cas de doute sur le comportement d'un élève? Alors, non, d'un enseignant. Je répète, comment faire en cas de doute sur le comportement d'un collègue vis-à-vis des élèves? Qui prévenir? Alors, là aussi, c'est-à-dire que d'abord, vous l'avez dit, d'abord ne pas rester seul, peut-être parler avec d'autres de ce doute, et ensuite, il faut que cette information, elle circule. Soit elle va circuler par la voie hiérarchique et on va en informer le niveau supérieur, soit on va estimer que ce doute-là relève du champ pénal et on va en informer le procureur de la République. Informer le procureur de la République, c'est pas porter plainte. On va affirmer, enfin, on va poser quelque chose en disant faites votre enquête et on verra si cette enquête elle aboutit ou elle aboutit pas. Mais moi j'ai accès à un certain nombre d'informations qui sont inquiétantes et je demande à la justice de les vérifier. Mais ce qui est fondamental, c'est de faire circuler cette information et pas de la garder pour soi. C'est ça qui serait dangereux. Merci. Toute dernière question pour pouvoir rattraper. C'est vrai que nous avons démarré en retard, débordé sur certaines interventions. Toute dernière question, rapide si possible. Oui, il y avait c'est le problème qui a été posé de la formation et de la liaison entre tous les intervenants. On est confronté à ça au quotidien parce qu'il n'y a pas des salles Mélanie dans chaque commissariat et d'une. Donc, dans les commissariats des petites villes, même si c'est des villes de 30 000 ou 40 000 habitants, il n'y a pas de salle Mélanie. Donc, on ne sait pas si le personnel qui accueille les enfants est formé pour ça. Deuxièmement, nous-mêmes, on est très peu en contact avec, que ce soit les policiers, la PMI et tout ça. Et c'est vrai que dans les formations communes, en fait, elles n'existent pas. Elles devraient être obligatoires. Et c'est fait au bon vouloir des gens. Si on est impliqué localement et qu'on connaît la personne qui est au commissariat, le policier et si on connaît à la PMI l'assistante sociale ou le médecin scolaire, etc., voilà, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça que rien ne change. C'est parce que ça devrait être obligatoire. La liaison et la formation commune devraient être obligatoires. Martine Carne. Oui, je suis désolée, mais effectivement, ça l'est. C'est pour ça que j'ai souhaité rappeler les articles du Code de l'éducation. Mais entre la lettre et l'esprit de la lettre, voilà, c'est aussi la vraie vie. Donc c'est à déplorer et à encourager, effectivement, encore une fois. Je voulais aussi rebondir sur la question précédente, quand l'enseignant signale. Il y a bien, avec la loi 2007 et 2016, deux possibilités. Ou bien on est sur des doutes et on est sur une information préoccupante qui va permettre un travail avec notamment les parents, si c'est dans le cadre intrafamilial, et de toute façon avec les parents qui doivent être dans la boucle. Hein. On parle aussi d'alliance éducative. C'est pas parce qu'il y a maltraitance ou danger que systématiquement les parents sont incriminés. Ils ont aussi, dans un certain nombre de situations, à être aidés et épaulés. Donc c'est toute la mission des conseils, des services des conseils départementaux de mettre en place ce soutien éducatif aux parents. Et dans la loi 2013 pour l'éducation, on est aussi sur la question de l'alliance éducative. Combien de fois, en fait, des situations d'enfants en danger ont été signalées sans même que les parents en aient été avisés, alors que dans la plupart des situations, le fait de travailler déjà avec les parents et de les en informer en amont éviterait des procédures ensuite. Donc il faut bien distinguer les situations pour lesquelles l'information préoccupante peut être adressée en s'entourant de toutes les précautions et le signalement au procureur de la République qui, encore une fois, la loi 2007 le reprécise, doit être fait dans le cas des situations ou bien qui nécessitent une protection immédiate ou bien alors avec les situations pour lesquelles il est impossible d'évaluer ou alors le travail qui a pu être conduit n'a pas pu déboucher et l'enfant reste en danger. Donc là, ce sont les critères de saisine du procureur de la République. On n'est pas sur un systématisme signalement procureur. Et tout ce travail qui peut être fait de connaissance des procédures dans le cadre des formations locales permet de ne plus être en situation de se dire « je signale et ensuite la machine se met en route ». Non, ce n'est pas la machine. C'est une procédure, effectivement. Et vous continuez à avoir votre place en tant qu'enseignant dans le soutien de l'enfant parce qu'effectivement, il ne suffit pas de signaler. Ensuite, l'enfant reste en classe dans un certain nombre de situations. S'il doit être éloigné de sa famille, il le sera. Mais cette continuité de parcours, elle est essentielle. Et le fait de permettre à l'enfant de rester sujet
dans sa situation, c'est absolument essentiel. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Nous allons marquer une pause.